quoi cette news? Selon le Canard enchaîné, un rapport public révélant l'ingérence d'une entreprise israélienne contre des candidats insoumis au municipal a été enterré. Ni les services de renseignement ni la justice ne semblent vouloir enquêter sur des campagnes de désinformation. Mais non, mais fiston. Vous vous rendez compte? Attendez, je vais juste remettre ma cam. Donc là, la justice ne va absolument pas se pencher sur le cas de la France insoumise. Moi, je veux bien qu'on n'aime pas LFI, je veux bien qu'on n'aime pas la figure de Mélenchon, etc. Mais de me dire que le gouvernement français éteint, en quelque sorte, l'histoire de, comment on appelle ça, putain, d'ingérence étrangère israélienne, je me dis, ouais, c'est chelou cette histoire. C'est dit quoi l'article? Il dit pas qu'il faut payer. Ah, faut payer, évidemment. Le rapport public qui détaille l'ingérence d'une boîte israélienne contre les candidats insoumis au municipal a été caviardé et remis dans un tiroir. Mais what the fuck? La réunion des membres du réseau de coordination et de protection des élections, une task force spécialisée mise en place au début de 2026 pour muscler la lutte contre les ingérences numériques étrangères, a bien failli tourner au pugilat. Dans l'enceinte militaire des Invalides à Paris, autour du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, les 5 patrons des autorités indépendantes compétentes en matière électorale avaient pris place. Sauf que le document promis n'est toujours pas sorti. Réseau de coordination et de protection des élections. Chef, une boîte israélienne a dénigré LFI en ligne. On cherche qui l'a mandaté. Et le truc important dont vous voulez me parler... Ah putain, en mode c'est pas important. Peace. T'as dit quoi en commentaire? J'aurais pu prédire. Tant que c'est pas la Russie. Si c'était la Russie, c'est vrai que si c'était la Russie, ça aurait fait le tour des médias. Ça aurait fait le tour des médias quand même. On parle d'un parti politique qui est quasiment prêt à gouverner un pays, si ce n'est gouverner un pays avec 100% de chances de passer au moins au second tour, mais ça n'intéresse pas le gouvernement de travailler sur cette ingérence étrangère. Ah là 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 là. Ils sont tellement partis pour ne pas faire gagner LFI ces bâtards, mais mec, c'est n'importe quoi, genre. Si ça avait été un pays musulman, mais pour le RN, mon Dieu, ce qu'on aurait mangé, je te jure. L'Iran, ingérence étrangère sur le RN ou d'autres partis politiques français. Non, fils. Fils. Et si c'était l'Algérie? Et si c'était l'Algérie aussi? Fils. Ça aurait été n'importe quoi, gros. Enfin bref. Fermons cette parenthèse, sinon ça va m'énerver, mon gars. Un édito sur Zemmour. D'ailleurs, Zemmour, il date, les mecs, hein. Il devient quoi, Zemmour? Est-ce que c'est Sarah Knafo qui va partir en 2027 à la conquête de l'Elysée? Ou est-ce que c'est Monsieur Zemmour qui a encore de... Il a fait combien? 7% déjà? Est-ce qu'il fera mieux que 7%? Tiens. Est-ce qu'il te manque, Dofla? Pas du tout. Mais pas du tout, parce que je sais que à sa rentrée 2027, il va nous casser les couilles. Oh, ça va être une offensive de fou, les mecs. Hein. Ça va être une offensive de fou. On écoute. J'ai lu l'interview d'Éric Zemmour dans le Figaro et c'est ton édito. Qui n'était pas interdite, elle a été autorisée par le gouvernement et donc le Figaro publie une interview d'Éric Zemmour et s'il ne le dit pas officiellement, on comprend qu'Éric Zemmour est candidat. Et il met ainsi, pour 2027 bien sûr, un point final au suspense quand sa compagne, qui est aussi vice-présidente du parti Reconquête que préside Éric Zemmour, Sarah Knafo, a terminé sa campagne municipale en mars. Tout de suite, elle a ouvert un site Programme pour la France. Donnez-moi vos idées, tout ça. Et on s'est dit, ah, elle l'a mis à la rigole, Zemmour. Et c'est elle qui va être candidate. Et puis non, Éric Zemmour reprend la parole dans le Figaro. Le même habillage que sa campagne. Non, elle était partie, elle. Hein. Ouais. Hop, Éric Zemmour l'a rattrapée. Il lui a dit, hop, tu es jeune. Moi, je suis un peu moins jeune, j'ai le même âge qu'Éric. Et moi, je suis un peu moins jeune, et donc c'est moi qui vais être candidat, et c'est pas toi. Voilà. Donc, suspense terminé. Si tant est qu'il y en avait un, si tant est que ça intéresse quelqu'un. Et Éric Zemmour, il faut quand même rappeler qu'il a fait 7% de voix en 2022, et que dans les sondages aujourd'hui, il a quand même un socle électoral important. Dans tous les sondages, il est à 5, quelquefois, il est à 6. Donc, ça va être un acteur important de l'élection présidentielle, et voilà. Et l'autre actualité... 5%. Non, c'est pas consolidé, non. Pourquoi tu dis ça? Bah parce qu'il a eu 7 et puis là on le donne à 5. Oui, et puis il peut faire 15, ça, on ne sait pas, oui. Ah, bon. Oui, on ne sait rien, quoi. Non. Mais on parle quand même, c'est ça qui est bien. Ouais. Et moins on sait, plus on parle, c'est ça le problème. Et les espions, plus ils savent et plus ils doivent la boucler. Bon. L'autre actualité d'Éric Zemmour, c'est que son livre, qui a été un succès, je l'ai lu, publié en 2014, qui s'appelait « Le suicide français », publié chez Albin Michel, vendu à 500 000 exemplaires, va être réédité, là, cette semaine. Il va être réédité par
Fayard. Oh, bravo. Fayard réédite le livre d'Éric Zemmour et je me suis posé une question. Parce que dans le livre en 2014, Éric Zemmour analysait la culture de la France à partir 500 000 ventes. des films, des chansons, et puis il disait voilà ce qu'on devient, voilà la politique, comment elle se fabrique. Et il parlait notamment dans son livre en 2014. Je me demande si on va pouvoir relire cette cochonnerie en 2026. C'est possible, hein. Il analysait un film qui s'appelle, que pas mal de Français avaient vu à l'époque, Elle court, la banlieue. Voilà l'affiche, Marthe Keller et Jacques Higelin, qui jouaient dans ce film Elle court, la banlieue. Alors il disait, oh, la banlieue dans les années 70, puisque le film a été présenté au public en 73, la banlieue, les gens s'entendaient bien, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de viol. C'était avant l'invasion. Et il faudrait bien qu'on y revienne. Et quand il présentait la banlieue, des scènes de banlieue, le film, Éric Zemmour a écrit ceci. Dans le livre. Dans le livre de 2014. Et je me demande si ça va être réédité en 2026. Il décrit une scène dans le livre. Quand le jeune chauffeur de bus, glisse une main concupiscente. Je ne savais pas que les mains pouvaient être concupiscentes. Une main concupiscente. Sur un charmant fessier féminin, la jeune femme ne porte pas plainte pour harcèlement sexuel. La confiance règne, what the fuck. On est vraiment... Les mains concupiscentes pouvaient se balader sur le fessier des femmes. Oui. Et ça, Éric Zemmour, il regrette que cette période-là soit terminée. Ah, la bonne période. Et voilà, il faudra regarder l'édition 2026 si quand même, on l'espère, tu penses que ça a été la enlevé direction de Fayard a fait sauter tout ça, ou si elle l'a laissé, ce qui serait quand même assez cocasse. On vérifiera. On vérifiera. Merci C'est un Jean-Michel. malade, Après la ce pause, mec, hein. Il y a un gars sur le fait qui avait dit que Éric Zemmour, ça reste un misogyne, il va pas laisser une femme à la tête de son parti. C'est une question qui peut se poser. Mais il faut pas oublier que Sarah Knafo, elle est jeune, les mecs. Hein. Sarah Knafo, elle a quoi, 30, 31 ans. C'est vrai que la jeunesse comme ça, pour s'emparer de l'Elysée 2027, bon, à part Bardella qui est très haut dans les sondages, je pense que Bardella, il va peut-être se casser la gueule, on verra. Mais honnêtement, les mecs, franchement, est-ce qu'on a besoin d'un président aussi jeune, aussi pas du tout charismatique dans sa manière de prendre la parole, de la manière de s'exprimer aussi, avec des Trump, avec des Poutine, avec des présidents chinois, avec une planète mondialisée où vraiment tout le monde se parle, avec des torses bombés, l'Ukraine, la Commission européenne, genre, the fuck. Elle a 33 ans. 33 ans? Non, je crois pas, hein. Elle a 31 ans. Bah, elle est jeune, les mecs. Sarah Knafo, attendez, je vous donne son âge, mais Sarah Knafo, elle a à peine... Je crois que je suis même plus vieux que Sarah Knafo. Ah non, elle est plus vieille que moi. 33 ans, Sarah Knafo. Elle a 33 ans. Alors, je ne sais pas, la pépé, ça sort d'où? Mais 33 ans, la meuf. Eh bah, putain. T'imagines Bardella ou Sarah Knafo devant un Donald Trump? Mais ça va être des suceurs, les mecs. Hein. Ça va être des suceurs. En même temps, quand on voit les vieux à la tête de tous les pays, ça donne pas envie d'avoir un vieux dauphin, désolé pour Mélenchon. Bah, ça veut rien dire, hein, parce que, en fait, la jeunesse, ça peut être une bonne chose, mais quand tu sais que c'est une mauvaise chose sur la situation française, on parle d'un Bardella qui n'a aucune expérience professionnelle, à part son mandat de député européen, où vas-y, le mec, il propose des idées à gauche, à droite, mais sinon, il n'est jamais au Parlement européen. Là, on voit vraiment qu'il y a de l'inexpérience chez monsieur Bardella. Et je vais même pas te citer des membres de la France Insoumise parce que eux aussi, il y a quand même de l'inexpérience dans la fonction présidentielle, pour la fonction présidentielle. Donc dans tous les cas, les amis, c'est une très mauvaise idée d'avoir un président under 40 ans pour gouverner la France, quoi. Excusez-moi les mecs, hein, excusez-moi. On a ramené Macron, enfin pas, moi j'ai pas voté Macron, mais les Français, on a ramené Macron à la tête de l'Elysée, il avait pas beaucoup d'expérience professionnelle. Donc, ministre de l'économie, mais c'était un banquier. Donc on s'est dit, vas-y, banquier, il jongle avec les chiffres, il connaît les bails, etc. Il a un peu d'expérience parce qu'il était au PS dans le gouvernement de François Hollande. Mais au final, bon, il avait 37 ans ou 38 ans, je crois, quand il était président. Mais au final, c'était de la merde. Donc imaginez un Bardella totalement inexpérimenté sur la fonction politique. C'est impossible. Le Mozart des finances, rappelez-vous pour Monsieur Macron. C'est le fameux Mozart de la finance, je te jure. Je te jure, mon gars. Les amis, revenons sur
Samuel Paty, bon, vous avez suivi un petit peu, j'ai vu que Green Pujol il avait fait un tweet, il avait fait un stream aussi pour parler plus posément du film sur Samuel Paty. Je l'ai toujours pas vu au cinéma, mais j'aimerais bien me préserver pour le voir en stream. J'ai envie de le regarder en stream, les mecs. Je veux qu'on le regarde ensemble, tranquillement, pour qu'on puisse débattre et pour qu'on dise oui ou non, est-ce que c'est un bon film? J'ai envie. Venez, on écoute les grandes gueules qui sont revenues évidemment sur Samuel Paty. Bobo blanc qui parle à la place des Noirs et des Arabes. C'est-à-dire que la communauté musulmane n'a fait aucun scandale sur le film. Et quand on regarde le film et la diversité des acteurs, c'est la France entière qui rend hommage à Samuel Paty. Donc, il faut nous épargner toutes ces polémiques qui ne servent à rien. Il faut montrer ce film comme d'autres films importants étaient montrés comme La Rafle il y a quelques années au coproducteur du film L'Abandon, ok. Scolaire. Ce sont des films qui sont là pour aider à comprendre ces moments charnières de notre histoire et évidemment c'est important que les élèves qui sont en apprentissage sur ces questions-là puissent le voir. C'est Stéphane Simon, coproducteur de ce film L'Abandon, qui était avec nous la semaine dernière au téléphone, la veille de la présentation du film à Cannes. L'Abandon sont les dernières heures de Samuel Paty. Oui, on a dit tout le bien qu'on pensait de ce film la semaine dernière et n'en déplaise à ces streamers, je ne sais pas si vous avez vu un peu débilos à Cannes, qui ont critiqué le film. Ces streamers débilos, oh mon Dieu, fils. Film. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont vu, ils disent que c'est un film islamophobe, etc. S'il y a bien un film qui ne l'est pas, qui au contraire est assez juste, précis et équilibré, c'est le film L'Abandon, qui raconte donc une histoire éprouvante, les derniers jours de Samuel Paty. Le film, malgré sa dureté, marche bien en salle, donc ça veut dire que les Français ont envie de le voir, et certains voudraient qu'on aille plus loin, notamment les députés, par exemple Prisca Thévenot, député Renaissance, qui dit pourquoi ne pas montrer ce film dans les écoles, alors peut-être à partir du collège, du lycée, avec un encadrement, bien sûr, un accompagnement des professeurs. Est-ce que c'est important de montrer ce type de film à nos jeunes? Les dernières heures de Samuel Paty, le film L'Abandon, faut-il le diffuser dans les collèges et dans les lycées? 32-16 pour en parler avec les GG. Oui, Abel? Moi, je suis pour, à partir de la classe de seconde. Je voudrais juste rebondir sur seconde, ces streamers. pas au collège, lycée pas au alors. collège, en prévenant les parents, en prenant toutes les précautions, comme ça a été dit. Moi, j'en ai marre de ces bobos blancs qui parlent à la place des Noirs et des Arabes. C'est-à-dire que la communauté musulmane n'a fait aucun scandale sur le film. Et quand on regarde le film et la diversité des acteurs, c'est la France entière qui rend hommage à Samuel Paty. Donc, il faut nous épargner toutes ces polémiques qui ne servent à rien. Maintenant, je pense que c'est un film qui peut aider à réparer l'unité de la nation, en tout cas à y participer. Parce qu'on y voit quoi? Premièrement, les failles d'un système. On y voit les failles d'un système, on y voit les failles de l'éducation nationale, on y voit les failles aussi de la police, de la justice, on y voit justement, comme le titre du film l'indique, un prof qui a été abandonné. Et je pense que ça peut permettre de mener des réflexions sur le vivre ensemble. Moi, j'aime plus parler du faire ensemble, sur le rapport à la laïcité aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut, je dirais pas imposer, mais il faut inciter les élèves à parler de cela, parce que ça fait partie du parcours républicain auquel... Pour la liberté d'expression, parce qu'à la limite, c'est... Tu vois, c'est là où il a... Quand il dit que le film peut aider à réparer l'unité de la nation, il a raison sur... c'est juste. En vrai, c'est juste comme analyse, parce qu'il identifie que le film montre des failles du système. Par exemple, le film montre les failles de l'éducation nationale, de la police et de la justice. Jure un nouveau sub. Et ça, la France Insoumise t'en parle tout le temps, mon gars. Quand Mélenchon te dit qu'on veut nettoyer la police de la cave au grenier, il a pas tort, mon gars. Quand il a dit qu'il faut revoir un petit peu l'éducation nationale parce qu'il y a des choses qui ont été ratées durant les 2 mandats d'Emmanuel Macron, eh ben il a raison. Il a raison. Jure, le film, ce n'est pas simplement Samuel Paty a été tué. Non, le film, il veut dire que Samuel Paty a été abandonné par toute une institution policière, judiciaire et éducation nationale. C'est vrai. Et merci pour tous vos subs. Merci Kalo. Merci des Pop. Et merci Bilal. Merci les gars pour votre soutien. Ça fait plaisir. Vous le savez, Nicolas Dupont-Aignan fera partie de la présidentielle. Voilà. Il fera partie de la présidentielle avec d'autres personnalités d'extrême droite. Je pense notamment à Florent Philippot, parce qu'il a annoncé la semaine dernière, ça j'ai oublié de le notifier, Monsieur Philippot a annoncé la semaine dernière qu'il fera partie de la course à la présidentielle. Donc il a dit qu'il est mieux préparé qu'en 2022, parce qu'il avait un parrainage, il avait reçu un parrainage, mais cette fois-ci, Philippot est mieux préparé, c'est ses mots. Monsieur Dupont-Aignan, c'est la même chose, il est mieux préparé qu'en 2022,
Qu'est-ce qu'il va apporter? Bon là, il a sorti un livre, 2027, La liberté ou la mort, édité par monsieur Fayard, enfin par l'éditeur Fayard, donc c'est Bolloré encore une fois, la sphère d'extrême droite toujours présente. Je pense qu'il a toujours envie de quitter l'Union Européenne, de quitter l'OTAN, etc., de fermer les frontières, nanani, nanana. Bref, les amis, on écoute monsieur NDA, qui va sans doute encore une fois se rallier à Bardella, Marine Le Pen, etc. Moi, je suis pas choqué qu'on donne un ministère à ce monsieur. Parce qu'à chaque fois, il soutient Marine Le Pen à la présidentielle, forcément, il place ses pions pour espérer avoir un secrétariat, un ministère, etc. Bref, on écoute. Chèque pour les médias, chaque Français donnerait un chèque média pour éviter le subvention de toujours les mêmes. Et chaque Français choisirait son média, subventionnerait son média. Qui paye ce chèque? Les 4 milliards les 4 milliards qu'on donne à l'audiovisuel public, on économise la moitié. Et les 2 milliards qui restent, les Français les donneraient aux médias de leur choix, 50 € par an. Face au GG, le candidat à l'élection présidentielle, maire d'hier, Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour à vous. Avec ce livre 2027, La liberté ou la mort, aux éditions Fayard. Vous êtes le 31e candidat? C'est pas la question. On verra sur la ligne de départ à la fin. L'important, c'est Pour l'instant, vous n'êtes pas sur la ligne de départ, là. Mais personne n'est sur la ligne de départ. La ligne de départ, c'est quand Philippe, par exemple, ligne de départ, c'est Jean-Luc Mélenchon. La ligne de départ, c'est quand on a nos 500 parrainages. Mais je l'ai déjà eu, et je suis maire moi-même, il y a beaucoup de maires qui me font confiance, et j'espère, bien sûr, je ferai tout pour être sur la ligne de départ. Ce que je veux dire, c'est que ça va s'écrémer. On nous refait le coup à chaque fois. Voilà, c'est à Marron. Il est épais le livre, force à ceux qui s'envoient ça. Bon, il y aura à la fin une dizaine de candidats. Y retourner. J'y serai pour une raison très simple, unique. Et c'est le thème de mon bouquin, de ce livre. C'est que je pense que je serai le seul pendant cette campagne à demander la sortie de l'Union européenne pour reprendre notre liberté. Parce que j'ai analysé, après des années de vie politique, j'ai changé d'avis là-dessus. Je pensais qu'on la changerait de l'intérieur. Et j'explique dans ce livre pourquoi on ne peut plus la changer de l'intérieur et pourquoi il y a un moment, si on veut résoudre nos problèmes, industrie, agriculture, sécurité, immigration, énergie. Il y a un... Après, là où il a raison, d'ailleurs je me suis renseigné sur la question les amis, par exemple sur le changement de TVA. Sur le changement de TVA, sur le carburant, si je dis pas de bêtises, il faudrait l'accord de l'Union Européenne pour pouvoir toucher à ce levier. Donc oui, là où je le rejoins, c'est qu'il a raison sur le constat. En France, il n'y a pas beaucoup de leviers sans l'accord de l'Union Européenne. Parce que là, on est dans cette union-là où la Commission européenne décide de telle ou telle politique en fonction de tel ou tel pays. Donc, évidemment, l'analyse n'est pas fausse. Là où je le rejoins pas, c'est qu'il estime, il dit qu'il sera seul. Il sera seul à dénoncer l'Union européenne. Je suis désolé, les amis, hein, mais c'est faux. Genre, déjà, t'as la France Insoumise qui demande une rupture avec l'Europe. Bon, rupture ne veut pas forcément dire quitter l'Union européenne, mais engager un bras de fer. Comme par exemple, ils avaient dénoncé un traité, mais je ne sais plus lequel. Je crois que c'est le traité de Lisbonne, mais il faudrait que je vérifie tout ça, je vais pas dire de la merde. Donc reconstruire une Europe plutôt à gauche. D'ailleurs, je crois que Clémence Guettet, elle a formé un groupe avec avec des pays de gauche pour faire justement, pour propager des idées dans la Commission européenne. Donc oui, les amis, Dupont-Aignan, c'était pas le seul à défendre une rupture avec l'Union européenne, genre. Il n'est pas tout seul. Un gros suceur de Poutine. C'est vrai que c'est un suceur de Poutine. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette news? Hénin Beaumont, l'extrême droite déroule le tapis rouge à un pédocriminel. Le 29 mai prochain, le théâtre municipal de l'Escapade de cette commune du Pas-de-Calais, dirigé par le RN depuis 2014, accueille un concert du chanteur star des années 80. Jean-Luc Lahaye est mentionné dans des affaires concernant des mineurs. Ah ouais, à l'ancienne Jean-Luc Lahaye. Condamnation à 10 000 € d'amende pour atteinte sexuelle. Condamnation à 1 an de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Mise en examen et placée sous contrôle judiciaire depuis 2021. Des accusations de viol contre 2 adolescentes. Non, fils. Hénin Beaumont. Oh, les emojis. Retour dans les années 80 au théâtre de l'Escapade. Femme que j'aime. Le 29 mai 2026, c'est la semaine prochaine à 19h30. Tarif plein, 10 €. Ça vient d'être tweeté en plus, hein. Ça vient d'être tweeté. Bien vu, journaliste. Bienvenue, bien. Les commentaires Facebook ont été bloqués. Voilà.
Voilà. Ah, c'est ton média, jure. Allez, on va follow, clac. On va follow. Voilà, les amis. C'est pas possible. Hein. Franchement, ça me fait très peur, les mecs. Hein. Et dites-vous, moi, ce qui va me faire encore plus peur, c'est que imaginez un monde sous l'extrême droite. Vous imaginez un monde sous l'extrême droite, en tout cas le monde, la France du moins, avec les affaires de pédophilie. Parce que je pense que durant le quinquennat de Bardella, s'il est président, durant le quinquennat de Bardella, on aura forcément des affaires de pédocriminalité. Comment le gouvernement, comment les ministres vont communiquer? Qu'est-ce qui va se passer exactement sous le RN? Faut se poser les bonnes questions, les mecs. Vous imaginez l'ambiance? Déjà, on a des affaires de pédophilie, agression sexuelle, etc. T'as l'extrême droite qui ont des œillères, qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui disent rien. Aucun commentaire. Ça fait peur. Ça fait peur. Morandini, ministre de la Culture. Comme d'habitude, c'est circuler, rien. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Exactement. Exactement. Moi, ça me fait peur. Rendez-vous l'année prochaine. Voilà.